Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. C'est toujours un immense plaisir d'ouvrir nos dossiers, surtout quand ils s'attaquent à des sujets qui remettent un peu en question la façon dont on perçoit la réalité qui nous entoure. Ouais, complètement. C'est les meilleurs sujets. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de démystifier un concept absolument captivant pour quiconque a soif d'apprendre, le concept de l'éther. Et plus précisément, on va voir comment cette notion de milieu invisible a réuni d'une manière assez inattendue deux géants de l'histoire des sciences, James Clerk Maxwell et Nikola Tesla. Tout à fait. Et pour mener à bien cette analyse, on s'appuie sur deux documents historiques majeurs et vraiment denses. D'un côté, on a des extraits originaux tirés directement du monumental traité sur l'électricité et le magnétisme, publié par Maxwell en 1873. Un sacré pavé d'ailleurs. Oh oui, un vrai monument. Et de l'autre côté, on a la transcription d'une analyse contemporaine très détaillée. Elle décortique les travaux paradoxalement beaucoup plus méconnus de Tesla concernant ce qu'il nommait l'énergie rayonnante. Le contraste entre une approche purement mathématique d'un côté et une approche hyper empirique de l'autre, c'est vraiment frappant quand on lit ces documents. C'est exact. Le but de notre plongée aujourd'hui, c'est de comprendre comment Maxwell a prouvé mathématiquement la nécessité d'un milieu invisible pour la lumière, puis de voir comment la source contemporaine affirme que Tesla a transformé cette abstraction en une théorie dynamique de la gravité. D'accord. Et enfin, on analysera ce que l'auteur décrit comme un grand paradoxe historique, comment la physique moderne a fini par conserver les équations de l'un, tout en oubliant totalement les découvertes de l'autre. D'accord. Décortiquons tout ça. Commençons par la genèse de cette idée avec James Clerk Maxwell. Il faut bien comprendre, en lisant ce traité, que dans l'esprit des scientifiques de l'époque victorienne, l'éther, c'était pas une métaphore poétique, quoi. Non, pas du tout. L'auteur de notre source soulignait bien que c'était un besoin strictement mécanique. Dans un des articles, Maxwell explique qu'il cherche à justifier les phénomènes électromagnétiques par une action mécanique. Concrètement, il refusait l'idée qu'une force puisse agir à distance, genre de manière instantanée et magique à travers un vide absolu. Il postulait qu'une action transmise d'un corps à un autre nécessitait forcément un support matériel entre les deux. Ce qui est fascinant ici, c'est la rigueur extrême avec laquelle Maxwell définit ce milieu. Dans l'article suivant, il décrit ce qu'il appelle l'éther luminifère, non pas comme un simple espace vide ou passif, mais vraiment comme un véritable réceptacle d'énergie. Son raisonnement, il est d'une logique implacable. Ouais, l'histoire de la lumière des étoiles. Exactement. Quand la lumière voyage d'une étoile jusqu'à nos yeux, il y a un temps de trajet. Pendant ce laps de temps, l'énergie lumineuse a quitté sa source, mais elle n'a pas encore atteint sa destination. Donc Maxwell en déduit que cette énergie doit impérativement exister quelque part dans cet espace intermédiaire. Et c'est là qu'il attribue des propriétés physiques à cet espace, non? Parce que le texte mentionne deux formes d'énergie bien spécifiques. C'est ça. Il identifie d'abord une énergie potentielle. Selon les théories de l'époque, pour qu'une onde se propage, il faut une certaine tension. Donc, il attribue cette énergie potentielle à la distorsion ou à l'élasticité de ce milieu. En gros, l'éther doit être élastique. Ok. Ensuite, il mentionne une énergie cinétique. Et celle-là, elle serait due au mouvement vibratoire de ce même milieu. Or, pour qu'il y ait un mouvement mécanique capable de transporter de l'énergie cinétique, la conclusion de Maxwell est qu'il faut de la masse. Il affirme donc que ce milieu possède une densité finie. C'est une affirmation lourde de sens quand même. Il dote littéralement l'espace vide d'une densité et d'une élasticité. Mais la source montre qu'il ne s'arrête pas à la philosophie, il passe vraiment à la démonstration mathématique. Et c'est là que le texte évoque le fameux calcul avec le grand V et le petit v. Juste pour clarifier pour les personnes qui nous écoutent, de quoi on parle exactement avec cette histoire d'unité électrostatique et électromagnétique? Alors ça, c'est vraiment le cœur de sa démonstration. En simplifiant un peu son approche, il a cherché à mesurer la vitesse de propagation des perturbations électromagnétiques à travers un milieu isolant. C'est ce fameux grand V majuscule. D'accord? Pour l'obtenir, il a calculé le ratio entre une unité électrostatique qui mesure la force entre des charges immobiles et une unité électromagnétique qui implique des charges en mouvement, donc un courant. Et mathématiquement, en divisant l'une par l'autre, on obtient une vitesse. Et le résultat de ce calcul, c'est ce qui déclenche un peu tout. Tout à fait.
Quand il a fait ce calcul, il a découvert que cette vitesse, grand V, correspondait à environ 300 000 km par seconde. Or, c'était rigoureusement identique à la vitesse de la lumière, qu'il note avec un petit v et qui avait déjà été mesurée par les astronomes. Bam, les deux valeurs se superposaient. Donc si on suit le traité, sa conclusion laisse aucune place au doute. L'auteur insiste sur le fait que la combinaison de ces preuves a forgé une conviction absolue. La lumière n'est pas juste un phénomène optique, c'est une perturbation électromagnétique. Et par conséquent, ce fameux éther physique, il est tout aussi réel que la table sur laquelle on pose notre café. C'est exactement la perspective du texte. Maxwell a ancré l'électromagnétisme dans une réalité purement mécanique, Matériel. ce qui pose des bases fascinantes pour la suite. Passons maintenant au deuxième document qui introduit Nikola Tesla. Généralement, l'histoire retient de lui son travail sur le courant alternatif. Mais là, l'analyse se concentre sur une période précise où il rompt avec ce réseau. Et ce qui est fou, c'est que cette rupture viendrait d'une contrainte purement économique impliquant le banquier J.P. Morgan. Oui, le contexte posé par la source est fondamental. L'auteur explique que Morgan tentait d'établir un monopole total sur l'industrie mondiale du cuivre. Le problème pour Tesla, c'est que son système de distribution à courant alternatif nécessitait des milliers de kilomètres de câbles en cuivre. Ouais, donc Morgan le tenait par la gorge en gros. C'est ça. Morgan tenait l'avenir de ses inventions. Face à cette impasse, Tesla aurait eu une réflexion radicale. Pour contourner le monopole du cuivre, il fallait tout simplement éliminer les fils de cuivre. La nécessité est la mère de l'invention. Et ça nous mène aux expériences fondatrices de 1889. Le texte raconte que Tesla essayait initialement de reproduire les ondes électromagnétiques de Hertz. Il utilisait de puissantes dynamos à courant continu et s'amusait à fermer les interrupteurs de manière extrêmement brutale. Selon la théorie classique, il était censé se passer quoi, hein? En théorie classique, ça aurait dû simplement générer des ondes électromagnétiques transversales régulières, des douces ondulations en quelque sorte. Mais l'observation de Tesla a complètement contredit ça. La fermeture soudaine du circuit a créé de violentes ondes de choc explosives. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Le texte parle de l'effet de supercharge. La source utilise d'ailleurs une métaphore hyper visuelle avec l'eau d'une piscine pour expliquer ce blocage du courant. Ah oui, l'analogie de la piscine est parfaite pour illustrer ça. Si tu glisses doucement ta main dans l'eau, elle s'écarte facilement. L'eau est fluide. Mais si tu frappes violemment la surface à plat, l'eau devient dure comme du ciment et te repousse la main. L'auteur affirme que c'est le même principe dans les câbles de Tesla. L'impact de la fermeture de l'interrupteur était si rapide que la résistance naturelle du fil de cuivre se transformait instantanément en un mur infranchissable. D'accord, l'image de l'eau est très claire. Mais au niveau des charges électriques elles-mêmes, que se passe-t-il vraiment lors de cet impact, selon la source ? C'est là qu'un phénomène de tri s'opère. Les électrons habituels, que Tesla percevait comme lourds et denses, s'écrasent contre ce mur de résistance. Ils restent coincés dans la bobine, ça accumule une tension colossale et génère beaucoup de chaleur. Et de l'autre côté ? De l'autre côté, la source affirme que l'éther, le même éther que Maxwell, agit différemment. Tesla le voyait comme un gaz ultra léger et neutre qui voyageait avec le courant. Lors du choc brutal, pendant que les gros électrons massifs sont bloqués, ce gaz d'éther, lui, s'échappe. Et le texte mentionne l'effet de Poe, je crois. Ça veut dire que cet éther gazeux ne voyage plus à l'intérieur du métal, mais glisse à la surface. C'est exactement l'argument du texte. Libéré de la masse des électrons, ce flux d'éther est propulsé le long de la surface externe du câble. L'auteur compare d'ailleurs ça à l'effet d'un tube de Venturi. Un tube de Venturi, donc comme un goulet d'étranglement qui force un fluide à accélérer massivement quand le passage se rétrécit. C'est l'idée. L'éther gazeux filerait à une vitesse faramineuse sans la friction des électrons. Et c'est ce flux purifié que Tesla aurait baptisé l'énergie rayonnante. Et les conséquences pratiques listées dans la source ressemblent vraiment à de la science-fiction. Des décharges ressenties physiquement comme des piqûres aiguës dans tout le labo, sans aucun contact direct, des ampoules à vide avec un simple bouton de carbone qui émettait une lumière noire. Le texte précise même que cette lumière imprimait des radiographies à travers des boîtes en métal, bien avant que Röntgen ne découvre les rayons X. Absolument. Et on parle aussi de rayons faisceaux capables de faire fondre le métal à distance.
Mais attends, l'auteur avance un truc qui heurte frontalement la physique classique. Il affirme que cette énergie rayonnante ne perdait pas de puissance avec la distance. Oui, l'analyse pointe que cette énergie ignorait complètement la loi de l'inverse du carré de la distance. Mais la loi de l'inverse du carré, c'est la base, hein. La lumière, le son, la gravité, tout s'affaiblit de manière exponentielle en s'éloignant de la source. Comment il justifie que les ondes de Tesla fassent exception? L'argument repose sur la nature même de cette énergie. Contrairement aux ondes électromagnétiques classiques qui se dispersent dans toutes les directions, l'énergie rayonnante de Tesla serait constituée d'impulsions longitudinales, de véritables ondes de choc d'un gaz sous pression. Selon l'auteur, au lieu de se diluer, ces impulsions d'éther s'auto-amplifiaient en glissant sur les surfaces. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on change d'échelle? Parce que Tesla ne s'est manifestement pas arrêté à ses bobines. Le texte introduit la notion de la dérive de l'éther, le fameux éther drift. L'auteur raconte que même après avoir coupé l'alimentation du labo, des ampoules isolées continuaient de briller. Si l'on relie cela à une perspective plus globale, l'analyse montre comment Tesla a extrapolé ça à l'astrophysique. Son postulat est simple. Si des générateurs humains rudimentaires peuvent mettre cet éther gazeux sous pression dans une pièce, alors la nature doit faire de même à l'échelle cosmique. Il en a conclu que le Soleil et toutes les étoiles fonctionnent comme de gigantesques dynamos naturels. Elles expulseraient en permanence des flots d'éther à des pressions inconcevables. C'est une vision hyper dynamique de l'univers. Et l'auteur utilise cette théorie pour expliquer la vision de Tesla sur la radioactivité. C'est assez radical. L'auteur remet en cause le principe même de la radioactivité tel qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire un atome instable qui se désintègre de lui-même. C'est tout à fait ça. La radioactivité n'est pas un processus interne généré par le noyau. La source explique que pour Tesla, l'espace est traversé par ce bombardement incessant d'éther cosmique en provenance des étoiles. Les atomes très lourds et denses, comme l'uranium, agissent simplement comme de grosses cibles matérielles. Ils se font continuellement fracasser par ce flux invisible. C'est une image frappante. L'atome lourd comme une cible de tir cosmique. Mais la plus grande révélation concernant cette vision globale, c'est l'application de cet éther stellaire à la théorie de la gravité. Le document mentionne la théorie dynamique de la gravitation de Tesla. Et là encore, on prend le contre-pied total de la physique classique. La gravité n'est absolument pas une force d'attraction selon lui. La Terre est un corps dense. Lorsque l'éther traverse la matière terrestre, il rencontre de la résistance. L'auteur explique que cette formidable friction génère d'abord de la chaleur, ce qui expliquerait la température du noyau terrestre, mais surtout, ça crée une différence de pression. Je veux bien qu'on s'arrête là-dessus. Si ce vent cosmique nous frappe de tous les côtés, pourquoi on n'est pas simplement écrasé de toutes parts au lieu d'être maintenu au sol? L'explication du texte réside dans l'absorption par la planète. Le flux d'éther qui descend du ciel n'a rencontré aucun obstacle. Il est à sa pression maximale. Mais le flux qui vient d'en bas, de sous nos pieds, vient de traverser toute la densité de la Terre. Il a été ralenti, absorbé. Il y a donc une pression descendante écrasante et une pression ascendante beaucoup plus faible. Résultat, une force physique dirigée vers le sol. Exactement. Selon cette théorie, nous ne sommes pas attirés par le centre de la Terre, nous sommes physiquement poussés vers le bas par cette différence de pression cosmique. Maintenu au sol par un vent cosmique. C'est d'une cohérence folle si on accepte les prémices de départ. Ce qui nous amène à la dernière partie de notre analyse. Cela soulève une question importante. Si Maxwell a prouvé mathématiquement la nécessité de l'éther, et si Tesla en a fait un modèle pratique de l'énergie et de la gravité, pourquoi ces théories sont-ils considérées aujourd'hui comme de simples erreurs historiques? C'est ce que l'auteur qualifie de grand paradoxe historique, le divorce de la physique moderne. Le texte souligne une certaine ironie. La communauté scientifique a conservé avec la plus grande révérence les équations électromagnétiques de Maxwell. Alors qu'il les a construites spécifiquement pour décrire les tensions d'un milieu matériel. Voilà. Et pourtant, la physique moderne a décrété que ce milieu, l'éther, n'existait pas. Ils ont gardé l'architecture mathématique, mais en ont retiré les fondations matérielles, postulant que la lumière se propage dans un vide absolu. Quel a été l'impact direct de cet abandon sur les travaux de Tesla? L'analyse est catégorique. L'abandon de l'éther a automatiquement conduit à l'effacement des théories de Tesla sur la gravité et l'énergie rayonnante. Sans l'éther, sa théorie de la gravitation par pression n'avait plus de support conceptuel.
La physique s'est tournée vers Einstein pour expliquer la gravité par la courbure de l'espace-temps, reléguant l'éther dynamique de Tesla aux oubliettes. Le parcours qu'on vient d'explorer est vertigineux. D'un côté, Maxwell décrivant par la pure logique un espace dense indispensable à l'énergie. De l'autre, Tesla découvrant empiriquement ce milieu comme un gaz sous pression. Qu'on adhère ou non, ça rappelle comment l'abandon d'un simple concept théorique peut effacer des décennies de recherche. C'est une synthèse fidèle. L'auteur nous laisse d'ailleurs sur une pensée finale très provocatrice. Si on adopte la perspective de Tesla, la Terre serait une gigantesque lentille traversée en permanence par un océan d'énergie sous pression. L'auteur demande alors si notre obstination à extraire des hydrocarbures limités ne ressemble pas à l'acte de craquer de minuscules allumettes, alors même qu'on baigne dans un flux d'énergie cosmique inépuisable. Craquer des allumettes au milieu d'un océan d'énergie. L'allégorie est forte. Et plus troublant encore, le texte dresse un ultime parallèle avec la recherche d'aujourd'hui. Les astrophysiciens cherchent désespérément la matière noire, les physiciens quantiques étudient l'énergie du vide. C'est ça. Au fond, est-ce que ces concepts modernes de matière noire et d'énergie du vide ne sont pas simplement de nouveaux noms, un habillage sémantique moderne, pour désigner ce même fleuve d'éther que Maxwell avait calculé et que Tesla manipulait? Ça donne matière à réflexion sur nos propres dogmes contemporains. La question reste ouverte en effet. Un grand merci pour tes éclairages méthodiques. Et bien sûr, merci à toutes les personnes qui nous écoutent de cultiver cette curiosité avec nous. N'hésitez jamais à remonter aux sources. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.